Bonjour à tous et bienvenue encore à une édition des animations scientifiques d'EcoFog. Aujourd'hui, on a Serge Berthier de l'Université de Sorbonne et Bernd Schellhorn de l'Université de Paris-Cité et qui vont nous faire une présentation sur le tapirage en Guyane, donc, et ailleurs, et en Amazonie. Ah, surtout en Amazonie. Ok, bon, ben voilà. Eh ben, voilà, je t'allume le micro et oui, je te lance la présentation tout de suite. D'accord. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation une fois de plus. Donc vous savez, enfin, ceux qui étaient là la dernière fois, que j'ai beaucoup travaillé sur les structures photoniques naturelles. Alors beaucoup les insectes et les arthropodes en général pour diverses raisons, mais aussi beaucoup d'autres animaux de absolument tout groupe, mammifères, serpents et évidemment les oiseaux. Alors ça m'a amené à être consulté par le musée du Quai Branly à Paris, qui avait un problème de restauration de ce genre d'œuvres d'art, qui sont des parures tapirées. Alors c'est compliqué à restaurer puisque ce ne sont pas des plumes naturelles, donc on ne peut pas aller rechercher une plume chez un autre oiseau et puis la remplacer, hein. Voilà, donc du coup on a été amené à travailler sur le tapirage et on a découvert un monde absolument fantastique, bourré d'incertitudes, bourré d'erreurs scientifiques, etc., quoi. Voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on sait, donc un historique déjà, ensuite de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas, et puis quelques hypothèses sur ce phénomène. Voilà. Je ne sais pas comment ça marche, ça marche comme ça marche pas. Il est allumé. Oui, mais ça c'est fait ça. Voilà. Voilà, donc en gros, le planning, ce qu'on sait, les mythes et la réalité, et puis l'avenir de cette technique. Alors, tout de suite, ce que c'est le tapirage, eh bien, on peut l'illustrer comme ça, hein. Vous prenez euh, systématiquement des psittacides. Et visiblement, si j'ai bien compris, pas tous. Donc, les psittacides, c'est les haras, les perroquets, les amazones, vous voyez, tous ces genres d'oiseaux-là. Et le tapirage, ça consiste en ça. Vous prenez ça, c'est une amazone, hein, clairement. Et puis, après l'opération du tapirage, ça devient comme ça. Voilà, c'est-à-dire que les grandes plumes de la queue, alors, en général, ça marcherait sur n'importe quelle plume, mais ils prennent toujours les grandes, celles de la queue et celles des ailes. Ils font une petite mixture une petite opération que je vais vous raconter, et puis quand les plumes repoussent, ça devient comme ça. Donc évidemment, euh, il y a une valeur ajoutée colossale à ces plumes-là, et elles servent essentiellement dans les parures pour les cérémonies. Alors, voilà une opération de tapirage là qui se fait chez ce peuple-là dont on reparlera beaucoup, qui sont les Naouéné Naoué du Mato Grosso au Brésil. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir d'ailleurs qu'ils sont en train de tapirer un oiseau qu'il a déjà été. Donc, ça, c'est un indice assez intéressant qui laisserait à penser qu'il faut refaire l'opération de temps en temps si on veut conserver son oiseau tapiré. Voilà. Et puis après, bah, ça vous donne ce genre de parure là, donc des couronnes. Euh, Au musée du Quai Branly, il y a même des tuniques entières faites de petites plumes tapirées comme ça. C'est absolument de toute beauté. Voilà. Alors, voilà les parures. Donc en gros, ça, c'est les parures sur lesquelles j'ai pu travailler. Donc très gentiment, ils m'ont permis sans demander aucune autorisation de prélever quelques plumes bien cachées derrière, quoi, ce qui a permis d'en faire l'étude. Voilà. Donc, vous voyez, des parures assez magnifiques, comme ça, qui sont un véritable travail. Alors, l'histoire du tapirage, on peut la résumer comme ça. Pour nous, Européens, ça commence évidemment avec l'arrivée des Espagnols et des Portugais. Et le premier à en parler,
c'est Suarez de Souza, et puis son voisin. Alors, c'était deux propriétaires terriens du côté de Bahia. Et Suarez de Souza, il a écrit un traité sur le Brésil. Voilà. Donc, il parle de tout, de la faune, de la flore, des gens, etc. Et c'est le premier à parler du tapirage. Et puis ensuite, il y a le suivant à en parler. Alors, ils en parlent comme ça avait l'air d'être un phénomène extrêmement courant, sans grand intérêt pour eux. Voilà, ici, en passant, ils disent, bon, ben voilà, les Indiens, ils savent changer la couleur des plumes, quoi. Ensuite, Juan Rivero, c'était un ecclésiastique qui commence à rentrer un peu plus dans le détail et à donner quelques pistes sur la façon dont on procède. Voilà. Alors, tout ça n'est pas très scientifique, c'est très descriptif uniquement. Pas, voilà. Et puis, évidemment, après arrivent nos premiers explorateurs scientifiques, en gros, donc le français Marie de la Contamine, et puis Alexander Van den Bolt et Aimé Bonpland, qui eux en parlent un peu plus, mais très étonnamment en n'y croyant pas. C'est-à-dire, pour eux, c'est une légende, mais c'est pas vrai, c'est des oiseaux qui sont différents des autres, c'est une autre espèce, quoi, en gros, quoi. Pourquoi pas? Quand on ne connaît pas les espèces, on voit un oiseau comme ça, on peut se dire que c'est une autre espèce, hein. Voilà, à l'époque. Et puis ensuite, on arrive quand même là, et c'est à partir de là que ça commence à devenir tout à fait passionnant, on arrive dans ces deux personnages que vous connaissez très bien, Walter Bates et puis Russell Wallace. Donc eux, on peut commencer à leur faire confiance. C'est des savants, c'est des biologistes qui ont regardé les choses et qui examinent vraiment très bien le phénomène. Et vous avez donc, c'est Wallace, oui, c'est Wallace qui écrit ça, hein. Voilà, il balance un scud là, si vous voulez. Il dit que voilà, quand les plumes repoussent, elles apparaissent jaune, rouge, comme vous avez vu, contrairement à verte. Et puis surtout, si on les enlève de nouveau, les nouvelles repousseront toujours avec la même couleur. Donc ça, c'est quand même très sidérant. Ça veut dire que quelque part, vous avez touché au gène. Les plumes ont changé de couleur et c'est définitif. Alors après, bon, je reviendrai sur Wallace. Il faut regarder précisément ce qu'il a écrit, hein, et pas se contenter de cette phrase que tout le monde ressort éternellement. Alors, et puis au milieu de tout ça, quand même, il ne fallait pas l'oublier. Bah, si, je l'ai oublié, mais je vais le remettre après. Donc, à partir de Betts et Wallace, bah, ça y est, c'est inscrit. Les plumes repoussent toujours avec leur nouvelle couleur, hein. Jusqu'au dernier à s'être beaucoup intéressé à ça. Donc, c'est Alfred Métro qui a écrit une synthèse sur le tapirage absolument magnifique, sur tous les peuples qui font ça, les différentes techniques qu'ils utilisent, etc. Et où il affirme effectivement que le phénomène est permanent. Voilà. Alors, oui, il y en a un que j'ai oublié. Il aurait dû être par là, mais je vais en revenir. C'est Buffon. Alors, Buffon, bah, je vais y arriver. Voilà, donc Métro. Alors, ça c'est ce qu'a écrit Métro, hein. Donc, il a écrit une découverte biologique des Indiens de l'Amérique du Sud, la décoloration artificielle des plumes sur des oiseaux vivants. Donc, c'est quasiment un bouquin, ça fait 100 pages. Il y a absolument tout là-dedans. Alors, on vient à ce cher Buffon. Donc, quand vous regardez sa biographie, ça se termine par il participe à l'Esprit des Lumières. Alors, je vais rajouter un point d'interrogation parce que quand vous lisez la suite, les lumières sont baissées, hein. Pas très intensives. Donc, les sauvages, hein, évidemment très insensibles au grand spectacle de la nature, etc., ne sont intéressés que par les perroquets, sont les seuls animaux qui aient fixé leur stupide attention. Euh, Buffon, j'ai regardé sa biographie, il a fait un voyage dans sa vie, c'était en Italie, hein. Donc c'est pas un grand explorateur non plus, quoi. Et puis voilà, et puis alors après, ben voilà, les perroquets sont les seuls oiseaux qu'ils se fassent un plaisir de nourrir, élever, et qu'ils aient pris la peine de chercher à perfectionner. Ils ont trouvé le petit art, encore inconnu parmi nous, de varier et de rendre plus riches les belles couleurs qui parent le plumage de ces oiseaux. Alors, voilà. Je reviens à cette phrase-là, la phrase de Wallace.
est-ce que c'est une fake news, une erreur, une fausse, une tromperie, ou alors est-ce que vraiment il y a un phénomène épigénétique, c'est-à-dire que le poison, parce que c'est un poison, on va revenir sur la technique, hein, on injecte un poison, etc., qui peut effectivement altérer des gènes ou faire apparaître, réveiller des gènes endormis, que sais-je. Voilà. Alors, Buffon, c'est quand même intéressant, parce que du coup, je me suis plongé dans les œuvres complètes de Buffon, ce que je ne vous recommande absolument pas. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'édition complète de la Pléiade, il y a une note de bas de page, en bas du petit paragraphe où il parle du tapirage, là, qu'on vient de lire, et ça renvoie à Louis de Jaucourt. Alors, Louis de Jaucourt, c'est un personnage intéressant parce qu'en gros, c'est pratiquement lui qui a écrit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. À lui tout seul, il a dû en écrire un tiers, je crois, hein. Et il y a une petite, et la note renvoie à ceci, et je pense que, personnellement, je pense que c'est la solution, hein. C'est-à-dire qu'on achète cependant moins les perroquets tapirés quand on sait qu'ils l'ont été. Aussi, les Indiens se gardent-ils bien de les annoncer pour tels? N'est-ce point parce que le changement auquel l'art est eu quelque part est l'effet d'une opération équivalente à la mue et que l'expérience a appris que les plumes rouges ou jaunes qui tomboient à la mue suivante n'étaient pas toujours remplacées par des plumes de même couleur. Autrement dit, les Indiens ont gentiment trompé tous les spécialistes et les grands biologistes, ce que je trouve assez savoureux vu ce qu'on leur a fait après. Voilà. Alors, après, si vous voulez, il y a un autre problème, c'est que lui n'a pas voyagé, donc d'où sort-il ça? Euh, on ne sait pas, hein. Alors, donc, c'est quelqu'un qui lui a raconté probablement ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour l'historique. Alors maintenant, si on regarde où est-ce qu'on tapirait jusqu'en 1920, vous voyez, 1928, hein, ben voilà, c'est tous les points que vous voyez là. Donc, c'est les différents peuples et la, euh, les petits, les dates que vous voyez là, c'est les dernières œuvres tapirées dont on est sûr. Voilà, hein. Voilà, donc vous voyez que ça a quand même perduré assez longtemps. Donc les Cambénas, je ne sais pas où ils sont dans tout ça, si vous voulez, mais ça durait quand même jusqu'au milieu du siècle passé, quoi. Et vous voyez qu'il y avait quand même deux. Donc les Guyanes sont là, probablement. Je ne vois pas très bien. Si on voit Cayenne ici. Donc on tapirait en Guyane française il y a peut-être un siècle encore, quoi. Voilà. Et puis, bah, maintenant, ça s'est réduit à ça. Euh, le seul endroit où on tapire encore en Amazonie, c'est ici au Mato Grosso. C'est les Enal Wenenawé que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un peuple qui a été contacté il y a à peine une cinquantaine d'années. Ils sont 200 et ils sont amenés à disparaître à très court terme. Voilà. Alors, après, encore une découverte tout à fait récente et extrêmement surprenante, c'est qu'on a trouvé des, énormément de plumes tapirées ici, c'est-à-dire en plein désert côté péruvien. Chez les Moche, hein. Donc, il y a des fouilles qui sont faites actuellement par l'université de Trujillo au Pérou. Et dans ces fouilles, ils ont découvert des tonnes de parures tapirées. Et on est persuadé que ce ne sont pas les mochés qui tapiraient parce qu'ils n'avaient aucun des ingrédients nécessaires. Ils n'avaient pas les oiseaux, ils n'avaient pas les grenouilles, ils avaient rien de tout ça. Donc ça, c'est passionnant parce que ça veut dire que ça veut dire, alors, voilà le genre d'œuvre qu'ils ont trouvé. Alors les mochés, je sais pas, les mochés, c'est voilà, c'est entre l'an 100 et l'an 700 de notre ère, hein. Donc c'est très, très nettement précolombien. Et ce qui est fascinant, bah, ça montre que, il y avait voilà, des œuvres absolument magnifiques, très très bien conservées. L'avantage du désert, ça a été enterré très vite finalement, dans le noir total, dans la sécheresse, donc les plumes sont parfaites. Donc ils ont trouvé tout ça. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de distinguer deux modèles de civilisation en Amazonie. Un modèle qui était assez courant. Donc, ces deux modèles faits par des Américains, c'est des dessins de Stephen Rostin, notre ami archéologue de l'Amazonie. Il y avait un modèle qui prévalait, qui était évidemment
que la civilisation, elle est forcément près des nuages, n'est-ce pas? Et puis que, comme dirait Macron, ça ruisselle. Et puis, et puis que quand ça a bien ruisselé, ben, il ne reste pas grand-chose. Et que quand vous arrivez, bon, j'ai plus de laser, quand vous arrivez tout en bas, c'est même plus de la civilisation, quoi, hein, voilà. Et puis, vous avez le modèle qui prédomine maintenant, c'est qu'en fait, il y avait une civilisation en Amazonie et que la barrière des Andes n'était absolument pas une barrière au commerce, aux échanges culturels, etc. Hein, donc, on est persuadé maintenant que toutes ces œuvres tapirées ont été faites en Amazonie, côté est de la cordillère des Andes, et qu'il y avait des échanges culturels euh, entre l'élite en haut et puis le bas peuple en bas, quoi. Voilà. Alors maintenant, si on en vient aux techniques, ça c'est Betz qui raconte ça. Donc en gros, ça se passe de la façon suivante, hein. Vous prenez donc certains psittacides, en gros des haras, des Amazones, et bizarrement, ça ne marche pas sur tous. Mais ceux avec qui ça marche, vous le plumez, alors absolument là où vous voulez, hein. Alors ça peut être des grandes zones, ou ça peut être euh, le petit dessin que j'ai montré au début, c'est ils enlevaient des plumes de ci, de là pour lui faire une collerette, par exemple, des choses comme ça. Donc vous pouvez décorer votre oiseau comme ça, et puis vous injectez dans le follicule, soit plume à plume avec un petit bâton, soit en frottant vigoureusement. Vous injectez un mélange de roucou ici. Donc on sait que c'est extrêmement utilisé chez les Indiens d'Amazonie. Et puis avec, en général, du poison de dendrobate. Donc Dendrobat tinctorius, qu'on appelle aussi la grenouille à tapirer pour cette raison-là. Voilà. Alors déjà ici, ça commence à poser des problèmes, hein. Le poison des dendrobates, c'est violent. Sur un petit oiseau mal en point, on se demande combien il y en a qui résistaient à ça. Mais ça, on ne saura pas, hein. Mais voilà. Donc la technique, elle est assez connue, c'est la même que celle qu'ils utilisent pour mettre du poison sur les flèches, hein. En gros, ils prennent la dendrobate, souvent ils la crucifient un petit peu pour la mettre près d'un feu, près d'une source de chaleur, et donc elle se met à exsuder à mort comme ça, et puis ensuite on frotte soit les flèches, soit un petit bâton pour aller faire son tapirage après. Alors, en passant comme ça, vous voyez qu'il commence déjà à y avoir quelques problèmes éthiques qui se posent là. C'est que la souffrance animale dans cette affaire-là, elle est bien là, hein. Voilà, alors les ingrédients côté plantes, c'est systématique chez tous les peuples amazoniens, c'est toujours du roucou. C'est le seul élément de base qui soit commun à toutes les recettes que je vais vous montrer, c'est le roucou. Alors on sait qu'il a des propriétés, bon, c'est un très beau colorant, que, paraît-il, euh, c'est- ça agit contre les poisons et que ça peut protéger des insectes, mais aussi des mauvais esprits. Et ça, je pense que c'est important aussi. Et puis, alors, côté animal, la recette la plus courante, évidemment, c'est la Dendrobat tinctorius, d'ailleurs, pas tinctorium, la technique que je viens de vous montrer, mais il y en a beaucoup d'autres, très surprenantes. Il y en a qui font ça avec le pirara, avec la graisse de pirara, qui est un poisson qui visiblement ne se mange pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il est toxique ou parce que... Oui, il y a une autre hypothèse, hein, mais probablement toxique, je ne sais pas. Euh, des, des fluides et des œufs de la grenouille, celle-ci, qui semble-t-il pas comestible non plus, voire empoisonnée. Bah lui, on ne sait pas. Enfin, ça se mange, je crois, hein. Donc, voilà. Et puis, de façon très surprenante, le dauphin rose. Alors, le dauphin rose, lui, il est parfaitement comestible. Alors, ils prennent la graisse, hein. Mais vous remarquerez que dans tout ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans tous les animaux que je vous ai montrés là, beaucoup sont ce que les Indiens, certains Indiens au Brésil appellent les Mawali, c'est-à-dire des êtres enchantés, et enchantés du mauvais côté. C'est-à-dire tout ce qui rampe dans l'eau, tout ce qui est souterrain, c'est les mauvais esprits. Alors, sauf lui, évidemment, qui lui est plutôt un être enchanté aussi, mais lui du bon côté. Vous comprendre, c'est comme ça. Voilà. Alors,
Donc tout ça, des Malawi, donc de manière générale, tout organisme aquatique est enchanté. Ce qui nous amène à parler de l'intérêt de tapiré. Si c'est pour avoir des plumes jaunes, eh ben, euh, c'est relativement courant de trouver des plumes jaunes sur des oiseaux en Amazonie, sauf qu'en y regardant de plus près, euh, les plumes jaunes sont petites. Hein. Ici, c'est quasiment du duvet. Sur le cul jaune, ici, vous voyez, c'est pas les plumes de la queue, c'est pas les plumes des ailes. Donc, pour faire des grandes parures, c'est probablement pas idéal. Hein. Alors, euh, il y a une autre raison aussi à ça, c'est que tous les oiseaux dont je vous ai parlé, les Amazones, en particulier les Amazones, mais aussi certains haras, bah, ils sont très verts, si vous voulez. Quand vous voulez faire une parure en Amazonie, le vert, c'est peut-être pas la couleur idéale. C'est plus une couleur de camouflage que d'exhibition, si vous voulez. Hein. Donc, il peut y avoir un intérêt à modifier ces grandes plumes pour les faire apparaître comme ça. Et donc, du coup, l'idée nous est venue, avec Bernd là, de faire des statistiques colorimétriques sur les parures du musée du Quai Branly. Et ils nous ont donné à examiner toutes ces parures-là. Donc, vous voyez, une dizaine de parures comme ça, dont certaines sont attirées, d'autres pas. Et ce que vous remarquez là, c'est l'absence quasi totale de vert. Donc, en fait, les Indiens ne font pratiquement pas de parures avec des plumes vertes. Hein. Alors, il y a beaucoup de plumes qui sont naturelles, hein, et puis il y en a quelques autres là. Donc ça vient des haras, hein, probablement. Et puis les quelques autres qui sont là, bah, c'est des plumes tapirées parce que ça vient de plumes vertes. Hein. Voilà, alors les statistiques, c'est là. Hein. Travail de verbe, vous voyez. Donc le verbe, ben, en gros, 25% ici, et puis 26% sur une parure, et puis 0% partout ailleurs. Donc en gros, le vert est une couleur qui n'intervient pas dans les parures cérémonielles des Indiens d'Amazonie. Alors maintenant, on va revenir aux choses, j'allais- j'ai honte, j'allais dire sérieuses, c'est-à-dire de la science, étude structurale des plumes tapirées. Hein. Voilà. Donc, on nous a donné à étudier ces deux parures-ci. Donc, cette couronne ici, qui vient des Enawe et qui date de 1960-70, donc une parure extrêmement récente, et celle-ci, qui est une parure beaucoup plus ancienne, vous voyez, qui date du XVIIIe siècle, donc, et qui s'est retrouvée dans le cabinet de curiosité du marquis de Fayolle, qui était un précepteur des enfants de Louis XV. Voilà. Alors, bah, il faut revenir à la couleur de ces oiseaux-là. Donc l'origine des couleurs pour un scientifique, des couleurs vertes d'une Amazone comme celle-ci, donc ça c'est Amazona acracephala, eh bien c'est un vert qui est très courant dans la nature. Hein, la plupart des vers naturels, sauf la chlorophylle évidemment, c'est un vert composé d'un bleu et d'un jaune. Le bleu étant créé par une structure et le jaune étant créé par un certain nombre de pigments, dont les mélanines d'ailleurs, qui sont en faible concentration, sont jaunes. Donc vous voyez, vous faites un spectre de cet oiseau-là et vous obtenez cette magnifique pic-là, un dans le bleu et un dans le jaune. Alors, c'est très facile de savoir si l'origine de ces spectres-là. Vous variez l'incidence de la lumière sur la plume et vous voyez que le pic jaune ne bouge absolument pas, alors que le pic bleu, lui, va se décaler parce que euh, la- les couleurs structurales dépendent de l'incidence de la lumière. Hein. Donc l'origine est très facile à établir comme ça. Ensuite, on regarde de plus près les plumes. Alors tous les psittacides, c'est presque une exception dans la nature, la couleur vient des barbes et pas des barbules. Hein, chez les colibris, par exemple, chez la pie, enfin, tous ces oiseaux-là, la structure photonique qui crée la couleur est dans les barbules. Chez eux, c'est dans les barbes. Donc, vous voyez ici cette, euh, les belles barbes bleues ici. Les barbes bleues, tiens. Et puis, quand on fait une coupe là-dedans, alors c'est une structure monstrueusement compliquée que je vais détailler ici. Vous avez trois sources colorées différentes dans cette affaire-là. Donc, à une des extrémités ici, qui est celle qui est côté corps,
Je veux dire, vous avez une structure photonique tridimensionnelle, donc 3D PC là. Vous voyez, c'est un système spongieux, mais qui présente une certaine régularité, un certain ordre, et c'est ça qui va créer le bleu. À l'intérieur, ici, vous avez ces énormes cellules géantes, et à l'intérieur, donc ça, c'est à la fois la rigidité et la légèreté de la plume, hein, c'est creux, mais bon, structure quasi hexagonale, et on sait que c'est parmi les structures mécaniques les plus résistantes qui soient. Et à l'intérieur de ces cellules, vous allez trouver des granules qu'on appelle les mélanosomes et qui contiennent de la mélanine. Donc ça, ce serait pour la partie jaune du spectre, vous voyez. Et puis après, il y a une autre petite subtilité, c'est que à l'opposé du cristal 3D ici, vous avez un cristal unidimensionnel là, à savoir un multicouche, qui lui agit comme un réflecteur éventuel. Bon, il est très désordonné, à mon avis, il a pas grand effet, mais enfin, il existe là, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour les plumes non tapirées. Donc là, vous avez une vision euh, du milieu diffusant qui fait le bleu ici. Et voilà, alors bon, on peut faire on fait une analyse morphologique de ce truc-là et on trouve qu'il y a un certain ordre quand même, bon, avec un beau désordre quand même, mais enfin, il y a des constantes là-dedans, hein, qui expliquent la diffusion dans le bleu de ça. Et puis, ben, et puis vous avez ces mélanosomes-là. Et ensuite, ben, on fait la même chose sur les plumes tapirées. Et là, ben, on commence à avoir première surprise, plus aucun mélanosome à l'intérieur, tous disparus. Et puis, donc, il y a plus de mélanosome. Et puis, de l'autre côté, alors là, ça ne va pas vous sauter aux yeux, il faut vraiment faire une analyse par diffraction, mais la structure a été, le désordre est nettement plus grand et le pas moyen de la structure a un peu augmenté. Voilà. Ce qui fait que quand vous faites des spectres, eh bien, vous voyez que ça, c'est la plume non tapirée, c'est le spectre que je vous ai montré tout à l'heure, le pic ici dans le bleu, le pic ici le pic ici dans le jaune. Et sur la plume tapirée, ben, vous voyez que la structure bleue, déjà, c'est un petit peu décalé. Bon, le pas a augmenté et donc le pic de diffusion s'est aussi décalé un petit peu, mais surtout il est considérablement amoindri. Et puis bah, le pigment, il a complètement changé, en fait, ici. Et donc ça fait un pigment qui, bon, ça commence à 500, c'est un pigment qui est orange, ça, hein, cette couleur-là. Voilà. Alors, ça, c'était pour la science, et c'est pour l'instant tout ce qu'on sait. On a fait la même analyse sur les plumes des mochés, hein, donc là, des plumes tapirées qui ont 15 siècles à peu près, hein, un peu moins. Et on a trouvé exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que le phénomène n'a pas évolué depuis. Alors après, ça, c'est l'origine des couleurs pour un scientifique. Et je me suis quand même intéressé à l'origine des couleurs pour les Indiens. Alors, on a eu cette chance au musée du Quai Branly d'avoir reçu une délégation d'Indiens Wayanas qui pratiquaient le tapirage dans le temps, mais qui ne le font plus et qui nous ont expliqué ce qu'on avait déjà trouvé dans la littérature, d'ailleurs l'origine des couleurs. Donc, elle est la même pour absolument tous les Indiens d'Amazonie. Il y avait un monstre, alors selon les peuples, c'est un serpent, c'est un monstre imaginaire ou des choses comme ça, qui ravageait tout le monde, qui tuait tous les hommes. Et ce sont les oiseaux qui ont débarrassé les humains de ce monstre. Donc ils l'ont attaqué, et après, selon les origines des peuples, alors ils se sont baignés dans le sang, ou alors, que sais-je, des choses comme ça. Et chaque oiseau a pris sa couleur en fonction de sa participation au massacre. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que les oiseaux pour les peuples amazoniens, c'est quelque chose de fondamental, d'important. Ils les ont sauvés, ils leur ont apporté la couleur. Hein. Donc après, moi, j'en ai discuté avec Stéphane Rostin, mais bon, il n'est pas anthropologue, mais est-ce que le tapirage, il y a pas aussi un peu de, de mystique dans cette affaire-là, de redonner de la couleur aux oiseaux? Vous voyez, il faut réfléchir à ce genre de choses, quoi. Alors évidemment, bah, là, vous avez des belles photos de ces Naouéné Naoué.
un petit enfant magnifique. Et vous voyez, leur rapport avec les oiseaux, c'est pas rien. C'est vraiment des animaux de compagnie, hein. Voilà. Alors, voilà, donc les derniers pratiquants, c'est eux, là, voilà. Donc, euh, quand on les a découverts il y a une cinquantaine d'années, ils étaient 100, 150, quelque chose comme ça. Il paraît que c'est un petit peu cru. Ils sont 200 maintenant, donc c'est un village unique, hein. Un seul village. Et voilà ce qui les attend. C'est-à-dire que c'est un peuple de pêcheurs. On construit un barrage, donc on va les déplacer, au mieux les déplacer, si ce n'est les disperser. Et ce qui veut dire que le tapirage va disparaître sans qu'on sache ce qu'il en est fondamentalement. Alors bon, euh, moi je trouve ça grave, mais visiblement tout le monde s'en fout. donc, et pour terminer, si vous voulez, bon c'est fini. Pour la petite histoire, on avait obtenu un financement. euh, donc, on voulait résoudre ce problème de la pérennité du phénomène, quoi. Est-ce que les Indiens se sont foutus de la tronche de tous les explorateurs pour leur vendre plus cher leurs oiseaux, ou est-ce qu'il y a vraiment euh, des circonstances où ça repousserait, vous voyez? Ben alors peut-être on a envisagé que ça pouvait marcher sur les jeunes oiseaux, pas sur les vieux, enfin voilà, que telle ou telle recette marchait mieux que d'autres. Donc là, on ne sait absolument rien. Donc on avait demandé avec le musée du Quai Branly un financement pour aller sur place, parce que la solution, bah, c'est d'aller sur place, de les voir tapirer un oiseau, mettre une bague, et puis revenir après 2 mues pour voir si les nouvelles pousses ont gardé leur couleur ou pas. On avait quasiment le financement jusqu'à ce que quelqu'un mette son veto pour cause de souffrance animale. Alors, il était hors de question que nous fassions nous-mêmes du tapirage, c'était juste aller observer une technique qui va disparaître euh, pour résoudre quand même, vous voyez, il y a quand même on aime bien Wallace, nous autres, si vous voulez, mais enfin, il s'est fait avoir. Enfin, je pense qu'il s'est fait avoir. Mais je n'ai aucun argument, quoi, vous voyez. Voilà. Alors, il y a eu un chercheur brésilien qui a tenté de faire du tapirage en laboratoire. Donc ça, c'était avant Nagoya et tout ça. Ça a été un échec total, quoi. Il n'a même pas réussi à changer la première mue. Ça n'a même pas marché, vous voyez. Donc, c'est pas si simple que ça. Il faut un savoir-faire, il faut le dosage dans les produits, on ne sait rien de tout ça, par exemple, hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il est arrivé à ces pauvres oiseaux, mais s'il a forcé sur le poison de Dendrobat, ils sont morts. Enfin, vous voyez, donc c'est compliqué, quoi. Voilà, ben, écoutez, c'est tout ce que je sais sur cette magnifique technique amazonienne. De chez vous, donc. Waouh! Merci Serge pour cette présentation absolument fascinante. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle virtuelle, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Non? Bon, ben, on va commencer par la salle présentielle. Est-ce qu'il y aurait des questions à la salle présentielle? Oui, bonjour, merci. Euh, alors là, c'est vraiment une question de béotien parce que là, voilà. Du coup, On est tous béotiens oui, voilà, ici, ouais. c'est ça qui est bien. Mais vous disiez qu'en gros, les mélanomes, les mélanosomes, ah oui, c'est pas le choix. Les mélanosomes, quand, quand il y a la mélanine qui est peu concentrée, il fait du jaune. C'est ça, hein? C'est Ouais. des couleurs, c'est des blanches. D'accord. Et du C'est coup, hyper rare. mais alors le truc enfin, je comprends pas, mais il y a plein de choses qu'on comprend pas. Mais en gros, c'est que sur les plumes tapirées, ben là, elles sont jaunes, mais les mélanosomes, ils ont disparu. Du coup, c'est pas. Autant pour moi. Il y a de la mélanine, mais il y a le pigment de tous les psittacides qui s'appelle les psittacofulvines, je crois. Voilà. Et alors, ceci dit, ces psittacofulvines, je ne sais pas où elles sont dans la plume. En tout cas, elles sont pas en grain, elles sont pas elles sont diffuses dans la structure. Et alors, euh, très probablement, elles aussi, elles ont dû être modifiées, mais ça, je ne peux pas savoir comment, hein. Les psittacofulvines, c'est des très longues chaînes
Et en gros, plus c'est long, plus vous absorbez les grandes longueurs d'onde. Donc si c'est très long, vous absorbez le rouge. Si c'est plus court, vous absorbez le jaune, puis etc., etc., quoi. Donc quand la couleur change, donc les mélanines ont disparu. Bon, mais les psychatofulvines, elles ont probablement été modifiées, c'est-à-dire raccourcies. Hein, D'accord. ce qui fait que du coup, ça absorbe les plus petites Ouais, longueurs d'accord. d'onde et ça laisse apparaître le rouge, le jaune et des choses comme ça, quoi. D'accord. Parce qu'au début, quand vous avez montré le graphe, bah, il y a un pic bleu qui est structurel et un pic jaune qui est. Je dis, bon, bah, le pic bleu va disparaître. Bah, En fait, non. c'était mon idée Bah oui, première, si vous logique. voulez. Quand vous partez d'un truc vert, qui est un vert composite comme ça, là, avec deux pics, bah, l'idée toute simple, c'est de dire, bon, bah, j'en vire un et comme ça, je vois l'autre. Bon, c'est pas si simple que ça, malheureusement. Ouais. Moi, j'ai une question qui me vient juste comme ça, là. C'est est-ce qu'il y a d'autres cas de modification de couleur chez des animaux Artificiel? artificiels? Je sais pas, sur des Bah, mammifères ou non, bah, quelque part dans le monde, chez quoi. les oiseaux, c'est très lié. Il y a des changements de couleur liés à la nourriture. Le flamant rose, par exemple. C'est très connu. Alors d'ailleurs, euh, vous savez que Wallace, et bon, il a traîné pas mal en Amazonie avec Betts d'ailleurs. Enfin, ils se sont séparés, retrouvés, mais enfin, ils ont voyagé ensemble. Puis ensuite, Wallace est parti en Indonésie. Et en Indonésie, il a écrit, enfin en Indonésie et ailleurs d'ailleurs, hein, dans tous ces coins là-bas, et à un moment, il a écrit qu'il avait trouvé un oiseau tapiré en Indonésie. Alors, ça aurait été quelque part un scoop, parce que bah, jusqu'à maintenant, le tapirage, c'était vraiment sud-américain. Et d'en trouver là, vous savez, il y a toujours, quand vous voyez une technique qui se fait absolument partout dans un pays immense comme ça, il y a toujours la question de savoir est-ce qu'il y a eu un point de départ et que ça a diffusé, ou est-ce que c'est apparu simultanément ou pas, mais un peu partout, parce que c'est une technique finalement, je ne sais pas comment ils l'ont trouvé, mais enfin bon, s'il y en a qui l'ont trouvé là, ils pouvaient le trouver là, d'autres pouvaient le trouver ailleurs, quoi. Et donc le trouver là-bas, c'était quand même assez passionnant. Et puis après, il a fait un correctif en disant qu'il avait pu vérifier que c'était lié à la nourriture de l'oiseau. Donc là-bas aussi, bah, ils élèvent leurs oiseaux et puis selon ce qu'ils leur font manger, ça peut changer, affecter un peu la couleur des plumes. Ça n'a jamais l'effet fascinant du tapirage, quoi. Donc pour l'instant, le tapirage, c'est strictement amazonien, quoi. Oui, bonjour, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Merci. Du coup, j'ai deux questions. Bah, une question plus générale, c'est dans les oiseaux en général, est-ce qu'on sait dans la biologie comment, où la couleur est, où ces pigments sont faits? Est-ce qu'il y a des follicules, des choses comme ça? Est-ce qu'après le poison va agir dessus? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, vous avez dit que toutes les techniques de tapirage utilisaient le roucou. Est-ce que c'est à cause d'un mécanisme que ça pourrait avoir sur la biologie, ou alors est-ce qu'il y a encore un lien culturel dans le Ah, sens où le roucou est très rouge et est un colorant très utilisé, donc est-ce que ce serait plus culturel ou ouais. Bah, juste de la alors, biologie? bon, pour leur première question, il faut demander à notre biolo de service qui va nous expliquer ça. Non, tu sais pas. Non. T'as un micro là. Ouais. Ça fonctionne chez un mammifère, chez un oiseau, j'avoue pas du tout. Surtout avec cette fonction aussi incroyable que de pouvoir régénérer des plumes, Ouais, à très voilà, grande après des vitesse, bulles, quoi. Voilà. ça repousse très vite une plume de hara. Là, Donc il doit y avoir en 15 jours, c'est refait, quoi. une structure cellulaire qui permet de ce développement Ouais, rapide je sais pas. et la Mm. production donc de ces structures Ouais, ouais. Mm. extraordinaires quand même. Ouais. Et puis alors après, pour le roucou, moi, je suis assez sensible à ça. Euh, le roucou, c'est pas que euh, faire de la teinture, quoi. Bon, je ne suis pas anthropologue, hélas, mais je suis sûr que ça. Bah, je crois que je l'avais écrit, que ça sert aussi à protéger des esprits. Voilà. Donc moi, je suis persuadé que dans cette volonté de changer la couleur des oiseaux, c'est pas que pour faire des belles plumes, des belles parures comme ça. Et il y a aussi toute une mythologie là derrière qu'on ne connaît pas parce que
Les anthropologues de nos jours s'intéressent plus à ça, quoi. C'est ce qui est fort dommage, quoi. Ah, Mais, une mais pour question. répondre à la question là, sur l'aspect biologique, je pense que la solution, elle est histologique. Il faut vraiment savoir ce qui se passe dans les tissus avec le tapirage Hmm. pour voir ce qu'il en est vraiment. Donc, c'est pas simple. Je sais pas. Peut-être regarder si les gènes sont localement modifiés. Ça, pour l'épigénétique, c'est évidemment crucial. S'ils ne sont pas, déjà, on pourrait exclure ça. Après, je ne sais pas si c'était simple. Ouais. Il y a une Je- question. oui, juste pour les gènes, ce qui va être compliqué, c'est que on sera sûr on va faire une comparaison avec une Amazone au Crasséphala, par exemple. Mais l'Amazone du XVIIIe siècle, là, laquelle c'était. Donc, tu vois, on risque fort de trouver des différences dans le patrimoine génétique, mais qui peut être lié simplement que ce pas les mêmes espèces, quoi. Et donc, très dur d'attribuer ça au tapirage. Alors, pour identifier l'espèce, ça, on peut faire. Oui, Je peux dire, on peut faire. même Sur une plume, oui, je pense qu'on sur une peut. plume tapirée. Non, non, mais Bah, c'est ça la question. C'est ouais. sur une plume tapirée, bien sûr. Je- Oui, mais attends. Ouais. Je... C'est encore de l'ADN à la base de Oui, la plume. Est-ce que le fait qu'il y ait eu tapirage avant, est-ce que ça modifie, est-ce que ça dégrade l'ADN? Ben non, c'est non, elle même. non, ça ne dégrade pas. On a bien sûr Je que pense pas. pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que entre l'Amazone au Crasséphala et puis l'Amazone d'à côté qui s'appelle je sais pas comment, euh, comment tu sauras que la plume tapirée d'il y a 3 siècles, c'était au Crasséphala? S'il reste de l'ADN. S'il reste de l'ADN, Ah oui, il y a pas de, enfin, pas de problème. ah oui, Après, c'est ce qu'on appelle la muséomique. Donc, en fait, c'est selon les conditions de préservation du spécimen et l'histoire du spécimen, est-ce qu'on a encore une Mhm. trace ADN? Ouais. Ouais, c'est l'objet de la muséomique, c'est-à-dire retrouver des traces ADN dans des choses un peu anciennes, voire très anciennes. Mhm. Oui, mais ton ADN, il aura quand même été modifié si la plume est tapée. Enfin, si le phénomène est épigénétique, tu vas pas trouver la même chose. Tu vois. Euh, mais bon, La- euh, Peut-être que l'ADN a été modifié pour les gènes qui codent pour la coloration, oui. mais pour Ah faire oui, de l'ADN pour tous mitochondriel, les autres, pour ouais. identifier l'espèce, D'accord. Ouais, la ouais, question c'est si l'ADN était bien préservé à la base de la plume. ouais. Ça, c'est une autre chose. Dans le désert, peut-être c'est possible. Ah ouais. Ok. Il y a une question sur le chat. Est-ce qu'il y a des chercheurs brésiliens qui auraient travaillé sur le tapirage et qui auraient collecté davantage d'infos dessus? Des informations sur le tapirage au Brésil. Par ailleurs, quelle est l'étymologie de ce terme tapirage? Bon, Euh, pour l'étymologie, je vais commencer par l'étymologie. Il y a plusieurs versions différentes et il y en a qui disent que ça vient d'un terme indien, Wayanas je sais pas, ou autre, je ne sais pas. Mais il y a aucune certitude là-dessus. Donc là, je dirai rien. Par contre, sur des chercheurs brésiliens qui ont travaillé dessus, oui, il y en a eu ceux qui ont essayé de faire du tapirage en laboratoire et qui ont échoué. Donc, c'est des études qui datent un petit peu, hein, ça a une cinquantaine d'années, mais depuis, il n'y a plus rien. Si ce n'est les études de ma collègue péruvienne, là, qui travaille sur les parures mochées du Pérou, mais euh, c'est des archéologues, hein, donc je ne suis pas sûr qu'ils fassent avancer l'affaire d'un point de vue biologique, quoi. Voilà, et puis bah, maintenant, voilà, il y a souffrance animale du côté de la grenouille, du côté de l'oiseau. Sont tous les deux, je crois, des espèces protégées. Euh, donc c'est extrêmement compliqué, quoi. Il paraît qu'endormir un oiseau, c'est pas si simple que ça. Euh, et puis la grenouille, bah, je sais pas, il y a peut-être moyen de
peut-être moyen de lui piquer son poison sans la faire souffrir, je ne sais pas. On n'est pas obligé de la crucifier et de la foutre au feu, quoi. Mais Ok. Oui. Comment vous avez réussi à deviner qu'il fallait du roucou et du poison d'Androbat ou... Comment c'est vous avez... non, ça, c'est la description de Betts et Wallace. Ouais. Et puis d'autres, hein, j'ai cité ces grands noms-là parce qu'on les connaît, mais il y a d'autres personnes, des ethnologues qui sont allés fouiller un peu chez chaque peuple qu'on connaissait à l'époque. Et voilà, et donc ça, on a des écrits, hein, ouais. Enfin, vous n'avez jamais pu aller là-bas, en fait, Non, à la non. source. Ouais. Ok. Alors, Ouais. c'est pas facile d'aller voir des peuples isolés comme ça. Bon, déjà, on est en territoire indien et quand il s'agit de chercher de l'or, ça dérange personne. Quand il s'agit d'aller faire de la science, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça, c'est comme ça. Et puis, il faudrait obligatoirement, ça rejoint la question de monsieur là-bas, pour faire ça, il faut obligatoirement une coopération avec des chercheurs brésiliens donc que je n'ai pas. Donc je comptais beaucoup sur le Pérou pour ça. Ça viendra peut-être, hein, mais parce qu'il y a des Brésiliens qui travaillent sur les mochés au Pérou, quoi. Donc il y a peut-être un chemin d'accès là par là. Parce que sans parler de souffrance animale, vous pourriez très bien, si un jour vous pouvez aller là-bas sans pratiquer, mais Ah, en mais parlant aux il gens. il Enfin, n'était pas question de pratiquer. C'était strictement observé, hein. Voilà. Donc voilà. Bon, c'était une décision un peu nulle, je trouve, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, j'ai lu aussi là, en préparant cette exposition, que quand les colons hispaniques sont arrivés, ils ont amené des poules, évidemment, et que et que les Indiens ont aussitôt essayé de les tapirer, et que ça, et que ça a été un échec total. Donc, Bon. Jim- ouais, c'est dommage, oui. Ouais, ouais. Pour rebondir dans la question, en fait, moi, je me dis, si on connaît une technique pour faire quelque chose qui est valorisable au niveau commerce, et il y a un étranger qui vient te demander la recette secrète de ton truc, j'imagine que tu vas leur dire, ah oui, c'est un truc super compliqué avec les peaux de grenouille, que peut-être, en fait, ils n'ont pas donné la recette entière. Le gaz secret, il reste secret. Oui, alors moi, ma question, elle est pas strictement scientifique, c'est plutôt sur mais je pense que du coup, vu que vous avez travaillé sur le sujet, vous avez dû poser la question, sur le fait qu'il y a un barrage sur le territoire de cette tribu. Je pensais que le Brésil... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pensais que le Brésil... Enfin bon, après, c'est... Je pensais que le Brésil avait quand même deux ou trois dispositions pour protéger ses populations. Bon, apparemment, comment ça se passe en fait? C'est quoi le... Non, bah, Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de... ils ont pris les dispositions et puis c'est tout, quoi. Et ça Il y a eu une oui, enquête c'est publique, comme, ils avaient qu'à répondre? Je sais pas. Il n'y a pas de... Ok. Oui, c'est ça. Non, je sais pas c'est quoi l'argument en fait. Non, mais c'est quoi l'argument? Enfin, c'est quand même étonnant. De nos jours. bah, c'est que 200 personnes à côté d'un barrage qui va illuminer une ville de 100 000 habitants, bah, ça fait pas le poids, quoi, c'est tout, quoi. Ouais. Alors, c'est peut-être une question naïve, mais est-ce qu'on a la moindre idée de pourquoi la pratique s'est éteinte? Vu qu'elle perdure encore, parce que des fois on peut. Est-ce que c'est parce que ces peuples ont disparu, ou leurs cultures, enfin, où ça a été déstructuré, ou c'est vraiment que ça s'est éteint Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais euh, vous avez vu il y avait encore du tapirage en Guyane il y a un siècle, quoi, quelque chose comme ça. bah, c'est pour ça que je trouve ça Mais surprenant, en fait, oui, d'y pas mais retrouver des traces. est-ce que tu imagines qu'il pourrait encore y avoir à Cayenne quelqu'un qui tapire, quoi? Non, mais maintenant, Non, mais ouais. non, mais c'est clairement pas pour des raisons. Enfin, j'ai du mal à croire que ça pour des raisons éthiques. Où on s'est dit Ah non, c'est non, mal. Voilà. non, Donc non. maintenant, ça poserait des Pour problèmes, moi, c'est évidemment. plus un début de déculturation, quoi, ça là,
les jeunes veulent plus vivre dans les villages, donc la transmission se fait plus. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ça s'est probablement fait très en douceur parce que le vieux chaman, il emmerde tout le monde, quoi, avec ses pratiques, et que les jeunes, ils en ont rien à foutre et qu'ils veulent aller en ville et se payer un smartphone, quoi. Là, bon, j'exagère peut-être un peu, mais Alors qu'il pourrait crucifier des grenouilles. alors que, alors qu'au lieu de ça, il pourrait crucifier des grenouilles, c'est quand même vachement bien, quoi. Merci. Pardon les jeunes, hein, je dis pas de mal, hein. Ok. Il y a une question de Olivier? Il y avait Jérôme Vas-y. avant qui avait demandé à prendre la parole. Ah Non? oui? Vas-y, Ok. Olivier. Ah, excuse-moi. Non, vas-y, Olivier. Ok. Ok. Bon, bah, merci déjà pour cet exposé. Bonjour à Romain, que j'ai cru reconnaître dans la salle, à la voix. Salut. Alors moi, je suis pas en Guyane en ce moment, là, je suis loin. Euh, j'ai plusieurs petites remarques. Oui, alors l'Amazone, c'est Ochrocéphala, pas Acrocéphala. Petit détail. D'accord. Et comme c'est l'espèce souvent majoritaire, mais pas toujours dans l'intérieur, le grand intérieur, ça serait pas étonnant que la plupart des plumes concernent de l'Ochrocéphala. Après, sur chaque localité amazonienne, vous n'avez pas des multitudes d'Amazones sympatriques. Donc, c'est pas. Bon, cette question-là me paraît plutôt pas essentielle. Ensuite, moi, je vous inviterai à prendre contact le plus vite possible avec les Grenans, qui, à mon sens, ont connu des actions de tapiré dans les années 70 sur le Haut-Oyapock. Ça m'étonnerait pas. Et je voulais oui, petite réflexion par rapport au roucou. Alors déjà, moi j'ai juste fait une petite interrogation sur Internet à l'instant. Je suis tombé d'emblée sur une explication étymologique qui explique que ça viendrait du mot kalinia tapiré qui veut dire rouge. Donc on en revient à Oui. l'utilisation du roucou. Et pourquoi le roucou à mon sens? Bah, parce que c'est une plante qui pousse bien dans les abatis à proximité des habitations en forêt amazonienne. Et je pense que si elle est aussi attractive, outre la couleur, c'est que en fait c'est une crème grasse en fait tout simplement, et qui permet de faire tenir la couleur sur la peau, que ce soit de l'homme ou d'un animal. Donc je pense que c'est sa première qualité. Et par conséquent, si vous la mélangez avec un produit toxique qui aura un effet thérapeutique ou en l'occurrence quasi tératogène ou je sais pas trop quoi, voilà. Eh ben c'est liant en fait, c'est liant. Ouais, d'accord, ouais, Voilà, ouais. moi je pense que c'est sa première qualité. Et puis parce elle est directement accessible et facilement accessible à n'importe qui dans les villages. Euh, enfin, cet exposé m'a soudain fait rappeler, alors je l'ai pas, j'ai pas réussi à le retrouver dans mes docs là. Il y a quelques années, enfin ça remonte peut-être à une petite dizaine d'années, il y a Cécile Richard Hansen qui a trouvé, lors d'un ICA qu'elle faisait dans un coin, je crois, très paumé, enfin c'était dans un coin éloigné de toute habitation, enfin quelque part en Guyane, mais vraiment loin de tout. Elle est tombée sur une Amazone en sous-bois, plutôt un peu patraque, malade, et qui avait tous les traits d'un animal tapiré. Donc il existe une photo, alors je ne l'ai pas là sous les yeux, il existe une photo de cet animal, et à l'époque, bah, on était tous complètement interloqués devant ce truc-là. À ma connaissance, l'animal n'a pas été récupéré, mais on a juste un cliché qui, clairement, la bestiole sortait de. Enfin, elle avait subi quelque chose de ce type-là, quoi. Voilà. Donc ça laisse. Alors peut-être qu'il y a des populations inconnues quelque part en Guyane qui agissent comme ça. Enfin bon, non, je plaisante. Un savant fou dans un coin qui a réussi. Ouais. Alors après, vous disiez désintérêt des jeunes et tout. Je suis pas convaincu parce que les Amazones, c'est vraiment des animaux. Enfin, les oiseaux en général, c'est des animaux hyper attractifs, enfin, vis-à-vis desquels les Indiens ont des liens extrêmement forts, même s'ils peuvent aussi bien les bouffer que les maintenir en captivité. Donc ça fait pas de paradoxe à leurs yeux, à mon sens. Mais ceux qu'ils ont en captivité, c'est vraiment ils sont intégrés dans la famille. C'est des animaux, enfin c'est des êtres vivants extrêmement précieux. Comme les perroquets, c'est des animaux particulièrement intelligents, bah, je pense
c'est capable de créer des liens quasi affectifs et auxquels ils peuvent être très attachés. Bah, comme les populations créoles sont attachées à des picolettes, moi, ça ne me surprendrait pas que enfin, les populations amérindiennes puissent être très attachées à des Amazones et par conséquent développer des liens tellement proches, pouvoir les manipuler, etc. Et du coup, bah, c'est une forme de logique que ce soit sur ce type d'animal qu'ils aient pratiqué ces choses-là. Sans compter qu'après, bah, il y a les grandes espèces, haras et tout, qui elles sont peut-être moins faciles d'accès que les Amazones et qui font un peu rêver, effectivement. Et voilà, je pense il y a des liens comme ça. Mais je suis convaincu que les grenans ont des tas d'explications à un certain nombre de questions que vous avez posées, enfin au moins en partie, toutes les parties sociologiques qui répondent à ça, quoi. Voilà, c'était comme ça quelques idées qui me passaient par la tête. Merci beaucoup. En fait, juste pour compléter avec les Grenans, effectivement, et en plus là, ils sont tous les deux à la retraite depuis longtemps, mais Monsieur Grenin, il est encore membre du conseil scientifique du parc amazonien. Bref, on les a vus il y a pas longtemps là, et ils sont en train d'écrire une encyclopédie, et du coup, peut-être qu'il y a un article sur le tapirage, tout simplement, en fait. Donc voilà. Et il y a une question de Jérôme. Ouais, j'avais une question de chimie en fait. Euh, le- L'hypothèse que tu évoques, Serge, c'est surtout épigénétique, mais moi je pense qu'on connaît la composition du roucou, on connaît les alcaloïdes des grenouilles, je ne sais pas si on connaît les molécules qu'il y a dans les autres animaux qui sont utilisés. Mais est-ce que on sait ce que la mixture, est-ce que c'est juste l'association des deux sources ou est-ce que ça produit des molécules particulières? Est-ce que ça pourrait pas être un effet lié à une modification, enfin, des nouveaux pigments ou une modification qui soit pas forcément épigénétique? Oui, en fait, là, on est complètement, je suis dans l'hypothèse, mais en fait, déjà, la structure, ça, c'est un fait qu'elle a été modifiée. La structure, c'est la chitine. Non, c'est pas la chitine, c'est kératine, dans la kératine. Donc, je ne sais pas, quand la plume elle pousse, est-ce que le poison est encore présent? En fait, ça me paraît difficile à voir. Si, en fait, il faudrait stocker quand même pendant 12 jours que c'est là pour influencer je sais pas, la croissance de kératine, mais ça, je ne sais pas. Pour les autres, en fait, les psittacofulvines, ce sont plus ou moins longues chaînes, pi conjuguées, hyper simples. Ce sont en fait des pigments vraiment hors commun, avec une fonction aldéhyde au bout. Ça n'existe nulle part ailleurs, je pense, hein. On ne pourrait même pas dire que, en fait, moi, j'aurais pas au début, j'ai pas cru que c'est stable. C'est extrêmement stable et je ne sais pas pourquoi. Et puis, un aldéhyde, c'est normalement une fonction qui est facilement oxydable, réductible, qui peut faire des esters, qui peut. Donc, il y a plein de possibilités de réagir avec des alcaloïdes. Si, c'est possible. Mais il y a apparemment ici des psychophilvine existe toujours, sauf peut-être, il était peut-être un peu abîmé, mais en tout cas, les colorants jaunes et rouges qui font l'orange après, ils sont là. Donc, ça n'a pas trop agi là-dessus. Maintenant, sur les mélanosomes, je connais pas en fait, je sais pas comment ils se forment, mais apparemment, ils sont plus là. Donc, est-ce que ça, c'est une origine chimique ou... Ouais, en fait, justement, on ne sait pas. En fait, théoriquement, là-dessus, c'est vrai qu'on pourrait faire des expériences qui impliquent pas les animaux. Hein. On pourrait dire, on prend les petites alcophéline qui sont connues et on regarde déjà qu'est-ce que ça donne avec ces mixtures-là. Ouais, c'est vrai, ça serait une approche. Ouais. Mais ça peut être aussi, ça pourrait être fait tout à fait, vu que c'est de la kératine et de la mélanine, ça peut être fait in vitro sur des cellules de, de mammifères, ou je sais pas, il y a bien des cultures de poils quelque part, et si une plume ou un poil, il y a de la kératine et de la mélanine. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Amenez-moi un chat. On va faire des souris tapirées.
Donc en fait, on fait des animaux transgéniques depuis très longtemps, en fait. Moi, cela dit, moi, l'épigénétisme, j'y crois pas. Des blagues. Je crois beaucoup plus en ce que disait Louis de Joncourt, quoi, que c'est les Indiens ont trompé tout le monde pour vendre leurs oiseaux plus chers à ces couillons d'Européens, quoi, qui ont gobé ça. Bon, mais voilà, c'est un avis très personnel. Mm. Il me ferait très plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une façon de modifier la couleur après, je veux dire, tu prends une plume verte et puis tu pourrais modifier la couleur après? Ouais. En fait, quand les plus sur l'oiseau, la mettre dans la javel, je sais pas. Un truc comme ça. Ouais. Non. Je sais pas. Je sais pas. C'est bon, les pigments, oui, les pigments, c'est bon, c'est des molécules, donc j'imagine assez bien qu'on doit pouvoir réussir à modifier une molécule en lui faisant faire subir, je sais pas quoi. Une structure, c'est de la mécanique, Ouais, quoi. ouais, ouais, tout à C'est-à-dire fait. que là, pour la faire bouger, en gros, Ouais. t'as pas beaucoup de choix, quoi. Soit elle bouge pas, soit tu la détruis. Mm. Et- Ok. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, il y a une question sur... Ah, ok. C'est qui... Ah oui, allez-y. Il faut ouvrir le micro. Oui, merci. C'était plutôt un commentaire. Merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, sur un peu dans le prolongement de ce que disait Olivier Tostin, euh, il y a quelqu'un qui était conservateur au musée d'ethnographie de Genève il y a une trentaine d'années, qui s'appelle Daniel Schöpf, qui était à l'époque le roi de l'art plumitif amazonien et qui travaillait en anthropologie avec les Wayana, justement, côté brésilien. Et je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir un peu dans ses archives. Je pense pas qu'il ait publié vraiment des choses sur le tapirage, mais je serais pas étonnée qu'il y ait des descriptions de chaînes opératoires ou ce genre de choses dans ses archives. Il est décédé il y a une dizaine d'années à peu près. Voilà, c'était juste ce que m'a évoqué votre conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne idée. Je crois que je le connais, ce monsieur. Enfin, que je l'ai connu, il a dû venir à Paris il y a une vingtaine d'années, je crois. Possiblement. Ça vous paraît possible, ça? Oui, tout à fait. Faut Oui. que je retrouve, mais ouais. Et ils Merci. ont une collection impressionnante d'art plumitif. Pas seulement des parures, mais aussi des sortes de petites boucles d'oreilles, etc., etc. Et lui-même, en tant qu'homme de musée, en avait collecté beaucoup. Je serais très étonnée, il faisait quand même pas mal de terrain, qu'il n'ait pas des choses sur le tapirage en s'étant en quelque sorte spécialisé sur ce type de technique. Voilà. Mais effectivement, il publiait pas énormément et plutôt des livres d'art. Mais à mon avis, il n'y a pas que ça dans ses archives. Merci. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? Bon, eh ben, il nous reste que juste à Bien, remercier merci. Serge encore.